Bonjour et bienvenue à l'actualité de la télévision rwandaise. Nous ouvrons ce journal par la justice. Après que le verdict que la Cour d'assises de Paris ait prononcé mercredi soir, donc à l'issue du procès d'Eugène Rwamucyo, le président du collectif des partis civils pour le Rwanda, Alain Gauthier, dit qu'ils sont globalement satisfaits de la peine de 27 ans de réclusion qui lui a été infligée, ajoutant qu'ils acceptent donc la vérité judiciaire qui a été prononcée. Je vous laisse suivre la réaction d'Alain Gauthier. De l'issue du procès, donc qui a été prononcé hier soir, bon, je peux dire que le plus important d'abord, c'est que Rwamucyo a été reconnu comme responsable des principaux chefs d'accusation, à part l'accusation de génocide, il n'a été condamné que pour complicité de génocide, mais globalement, nous sommes satisfaits. La peine qui a été désignée, c'était 27 ans de prison. L'accusation en demandait 30. Voilà, je crois qu'il y a une vérité judiciaire qui a été prononcée. Je dois dire que nous l'acceptons. Alors, la peine aurait pu être probablement plus lourde, mais l'essentiel est fait. Eugène Rwamucyo est reconnu coupable des crimes de complicité de génocide, complicité de crimes contre l'humanité et d'entente en vue d'avoir préparé ce génocide. Donc l'essentiel est fait. Oui, vous avez suivi le déroulement de tout ce procès. Quelles ont été les particularités du procès par rapport à d'autres procès qui ont précédé? Alors je crois que la principale particularité, ça a été l'omniprésence du comité de soutien de Eugène Rwamucyo, qui a été là du début à la fin du procès. Hier soir, il y avait plus de 30 personnes qui étaient là, sa famille, ses amis, même Calixte Mbarushimana qui est visé par une plainte, il a bénéficié d'un non-lieu au début du procès, mais on a fait appel, donc même Mbarushimana était là. Il y avait aussi Thomas Daimana, le padri, qui s'est dit le président en exil. Bon, il y avait une foule de gens, et en particulier, ça a été surtout leur réaction lorsque le verdict a été prononcé. Des gens ont manifesté dans la salle, ils ont dit « Eugène, on est avec toi, on te soutient », etc. Rwamucyo s'est retourné en levant le poing, en disant « bon, c'est pas fini, hein, une chose comme ça ». Alors, il s'est comporté en véritable, je dirais, chef de gang, chef de mafia. Comme ça m'a fait penser à l'arrestation de certains chefs de la mafia en Italie ou bien en Amérique latine. Il s'est retourné comme ça, quoi, hein, très fier. Et puis, bon, effectivement, parmi ses soutiens, ils ont fait une sorte de salut nazi jusqu'à finalement lever le poing en guise de soutien. Bon, ça a été assez violent. Alors, la fille de Rwamucyo qui m'a dit va chercher ta deuxième médaille à Kigali. Ça veut dire quoi chercher la médaille à Kigali? Ah ben parce que vous savez bien qu'il y a quelques années, je crois que c'était en 2017, le président Kagame nous avait décoré de l'ordre Igihango et la défense avait fait verser au dossier, comme ils le font assez fréquemment, les photos de cette remise de médaille. Ce qui veut dire pour eux que on est le bras armé, comme a pu le dire Charles Onana récemment, qu'on est le bras armé de Kagame. Voilà, tous nos soutiens viennent du gouvernement rwandais. Bon, ça a été quand même un procès assez différent des autres par rapport à l'ambiance qui a régné dans la salle, tout au long du procès. Et j'ai personnellement été agressé verbalement 2 fois. Une fois dans la salle des pas perdus, devant la salle, et une fois en salle d'audience où une femme que je ne connais pas bien sûr m'a dit mais de quoi vous vous occupez, qu'est-ce que vous vous occupez de nos affaires, est-ce que vous êtes un rescapé du génocide? Enfin voilà, c'est cette image-là que je retiendrai aujourd'hui. D'après vous, est-ce que Rwamucyo était un accusé de grand calibre? Ah ben bien sûr, rien qu'à voir son comportement à la fin du procès hier, ça se montre, ça se voit. Eugène Rwamucyo est quand même considéré comme un grand idéologue. Hein. C'est vrai qu'à Butare, il était peu connu
ce qui a fait que, au cours du procès, certains témoignages pouvaient paraître un peu faibles. Il n'était pas arrivé depuis longtemps à Boutalé, et puis quand il s'est rendu sur les fosses communes, bien évidemment, il y avait que des cadavres, il y avait très peu de gens dehors, donc pratiquement personne ne l'a vu. Mais le chauffeur du Caterpillar a bien dit qu'il était là, et lui-même n'a pas nié qu'il est allé sur les fosses. Donc, et en plus, ce qui souligne son aspect de politologue, c'est le discours qu'il a prononcé lors de la visite de Jean Kambanda le 14 mai 1994 à Boutalé, où il a mobilisé d'abord tous les intellectuels du coin, et il a demandé au Premier ministre de continuer et de mobiliser les intellectuels en fournissant des armes, parce que le combat devait continuer. Hein. Alors, à la fois le combat contre le FPR, l'ennemi, mais l'ennemi, on sait très bien que c'était aussi, en général, le Tutsi. Alors, pourquoi il s'est contenté de cette peine de 27 ans? Vous avez dit qu'il avait l'air d'être victorieux. Personnellement, je pensais que l'accusation allait demander la réclusion criminelle à perpétuité. Bon, ils ont pris l'échelle en dessous, c'est-à-dire 30 ans. Bon. Après, je vous dis, l'essentiel, c'est qu'il soit condamné. Maintenant, lui, qu'il ait eu cette attitude-là, ça montre bien qu'il est resté ce qu'il a toujours été, hein, c'est-à-dire un chef de gang, je l'ai dit, un chef de mafia. Et il est condamné, bien sûr. Je pense que ça lui a pas fait plaisir. On voyait bien que son visage était crispé, hein, mais il a voulu faire bonne mesure en se retournant vers les siens. Et en levant le poing en l'air, tenez bon, a-t-il dit. Est-ce qu'on peut s'attendre à une réduction de cette peine en appel? En appel, je ne pense pas. Donc, ces avocats ont dit qu'ils interjetaient appel. Maintenant, je ne sais pas, on verra, mais je ne pense pas qu'en appel, ils puissent avoir une peine plus légère. Il peut prendre plus lourd. Hein. C'est toujours le risque quand on fait appel. On peut être condamné à une peine plus importante. Voilà, mais ça on le saura uniquement dans 1 an et demi ou 2 ans peut-être. Alors pour terminer cette interview, quels sont les dossiers en attente ce que vous avez demandé à la Cour de poursuivre? Alors pour l'instant, si vous voulez, on a un procès qui recommence dès lundi à la Cour d'assises de Paris. C'est le procès en appel de Philippe Ategekimana, Bigouma, hein, le gendarme de Nyanza. Donc, qui va durer pratiquement jusqu'à fin décembre, jusqu'au 18 ou 19 décembre, ou 15, enfin, je ne sais plus. Et puis après, pour l'instant, on n'a pas de procès en première instance prévu. On a simplement 2 procès en appel qui sont déjà programmés à la Cour d'assises. Il y a celui de Sosten Munyemana, hein, en septembre prochain. Donc, vous voyez, on est en septembre déjà 2025, donc on est loin. Et puis, le procès en appel en février 2026, de l'Inera Amoué de Kibouye, Claude Mouhaïmana. Voilà. Mais vous voyez, c'est difficile de se projeter. Je suppose que entre toutes ces dates-là, on aura d'autres déferments devant la Cour d'assises. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas au courant. Après la réaction d'Alain Gauthier, dans le même angle, je suis avec Jean-Damascène Manéching, un confrère qui a suivi à distance, mais d'une manière régulière et particulière, le procès Guamutio pour un décryptage et qui va commencer par nous dire comment se présenter Guamutio au tribunal. Oui, merci Amandine. J'ai pu assister à quelques audiences à la Cour d'assises de Paris dans cette affaire Guamutio. Guamutio, c'était quelqu'un qui se présentait, qui était serein au tribunal, qui était calme et qui répondait aux questions des jurés, aux questions de la Cour d'une manière brève. Et il était même parfois souriant. Quand on le croyait à la Cour, à la sortie de l'audience, il était souriant, il était vraiment bien à l'aise. On ne voyait pas ni quelconque inquiétude par rapport aux faits qui pesaient contre lui. Et comme on parle de sa personnalité, c'est une grande figure. Guamutio, c'est une grande figure. Ce n'est pas un citoyen de seconde classe, ce n'est pas un citoyen ordinaire. Il figure parmi les intellectuels de Boutalé parce qu'il travaillait
à l'université du Rwanda, un docteur à l'époque, en 1994, il n'était pas nombreux au Rwanda, et Rwamucyo figure parmi cette catégorie des intellectuels qui avaient un mot à dire et qui avaient en quelque sorte une certaine autorité. Et comme on parle de sa personnalité à ce propos, je peux vous proposer ce que nous a dit Jean-François Dupaquier. C'est un écrivain, c'est un chercheur qui a beaucoup travaillé sur les procès pour génocide, d'abord au tribunal international pour le Rwanda qui siégeait à Arusha. Mais il y a aussi Maître Gilles Parouel qui est membre du Parti civil dans plusieurs procès pour génocide à Paris. Je pense du côté technique, qu'on peut nous aider pour suivre ce qu'ils disent à propos de sa personnalité. De Eugène Rwamucyo et sa personnalité. On va continuer après. D'accord. D'après mes enquêtes et ma conviction profonde, Rwamucyo a été un des principaux idéologues du génocide des Tutsis. Sa place n'était pas devant la cour d'assises de Paris, elle était devant le tribunal pénal international. Quand je dis que Rwamucyo figurait parmi les 40 principaux organisateurs du génocide et que le tribunal pénal international a convoqué 92 témoins, vous voyez, je pense que les mathématiques sont assez claires. Et je ne sais pas pourquoi il a échappé au tribunal pénal international, de même que son principal lieutenant, Vincent Ntezimana, dont il est à peu près évident qu'il est l'auteur des 10 commandements du Hutu, c'est-à-dire le premier texte de la haine contre les Tutsis officiel. Ce sont des intellectuels très solidaires, très compétents, la plupart bénéficiant d'un doctorat. C'est le cas de Rwamucyo, c'est le cas de Nahimana, c'est le cas de Jean Bosco Baragagwiza, c'est le cas de Ntezimana, etc. Ce sont des intellectuels, ils sont tout à fait responsables de ce qu'ils disent, de ce qu'ils écrivent et de ce qu'ils font. Pour moi, c'est très important. On a eu les exécutants, on a eu les décideurs politiques, que ce soit des bourgmestres, que ce soit des préfets. On a aujourd'hui l'idéologue. Pour qu'il y ait un génocide, il faut un idéologue, une idéologie. Et Rwamucyo fait partie de ces personnes qui sont à l'origine du génocide des Tutsis au Rwanda. Et l'accusé, aujourd'hui, fait partie de ceux qui ont organisé idéologiquement le génocide et qui ont permis de faire en sorte qu'il se perpétue de la façon dont nous le connaissons. C'est évident, c'est évident. À Boutaré, il y a tout un cercle, le cercle des républicains, qui fait en sorte qu'ils ont entraîné avec eux un certain nombre de personnes qui ont fait en sorte ensuite que le génocide puisse se perpétrer. Même si à Boutaré, eh bien, le génocide est arrivé un petit peu plus tardivement, il n'en reste pas moins vrai que ce sont les véritables idéologues. Jean Damascène, vous avez mentionné de la sérénité au cours du procès, aussi Alain Gauthier qui a parlé des commentaires de coulisses, donc la fierté et tout ça. Est-ce que peut-on dire que ce verdict était d'après vous prévisible? Prévisible d'une certaine manière, oui. Peut-être pas une telle peine, 27 ans de réclusion, peut-être on ne pouvait pas déterminer, il sera condamné pour combien d'années de réclusion. Mais à mon avis, d'après ce que j'ai vu au tribunal et même ce que j'ai suivi après, une condamnation était vraiment prévisible. Pourquoi? Parce que il y a certains faits que l'accusé, Rwamucyo, ne réfutait pas, notamment la participation à la réunion du 14 mai 1994 avec le premier ministre du gouvernement génocidaire, Jean Kambanda. Donc il ne contestait pas sa participation et même sa prise de parole, il ne refusait pas son rôle, sa prise de parole dans cette réunion du 14 mai. Et puis, il portait aussi un fusil. Et c'est un fait qu'il n'a pas contesté. Mais seulement, il disait, c'est un fusil qu'il ne savait pas utiliser. Alors, les questions qui lui ont été posées pendant les audiences, comment est-ce qu'il pouvait porter un fusil alors qu'il n'était pas capable de l'utiliser? Là, c'est une question à laquelle
il a essayé de répondre, mais qui n'a pas, et d'ailleurs selon le verdict, qui n'a pas convaincu la Cour, qui n'a pas convaincu les jurés. Donc il y a ces deux faits, la réunion du 14 mai 1994 avec le Premier ministre Jean Kambanda, et n'oubliez pas que Kambanda était parti à Butare parce que dans cette région, le génocide n'avait pas encore proprement commencé. Alors c'était une sorte d'incitation, d'appel au massacre, d'appel au génocide. Et en fait, Kambanda s'était déplacé au sud uniquement pour cette raison. Et quelqu'un qui reconnaît qu'il avait participé à cette réunion et qu'il a eu même une prise de parole. Et donc c'est un fait qui était évident. Alors un autre fait qui pouvait nous pousser à croire qu'il y aura certainement une condamnation, c'est que quand il parlait de la radio d'Émile Corinne RTLM, une radio qui est connue pour avoir joué un grand rôle dans l'incitation à la haine, l'incitation au massacre, au génocide, et même des faits qui ont été prouvés par l'ancien tribunal international pour le Rwanda qui siégeait à Arusha en Tanzanie. Et le rôle des médias a été reconnu et il y a des gens qui ont été condamnés pour ça. Et Rwamucyo, lui, quand il parlait de la radio RTRM, il disait que c'était une radio ordinaire qui n'avait rien fait pour inciter les gens à massacrer les Tutsis et que donc c'est une radio qui avait des émissions ordinaires et une idée également qui n'a pas convaincu la Cour et certainement on pouvait s'attendre à une condamnation, du moins si on retient ces trois faits. Alors Jean Damascène, je vais te poser la question de savoir ce que tu as retenu de ce procès, mais avant je vais te partager le commentaire d'Afroza Gauthier qui a vraiment partagé sa déception. 30 ans, je cite, 30 ans après, rien n'a changé sur lui. Au lieu de repentir, il a accusé les enfants même. Elle a fait un commentaire, c'est comme quand tout le monde était dans les coulisses en train de dire honte à vous. Alors, de ton côté, qu'est-ce que tu retiens de ce procès? Oui, évidemment, il y a une déception parce que 30 ans après le génocide, on assiste malheureusement, on le voit quand on participe à de tels procès hors du Rwanda, il y a des gens qui n'éprouvent aucun remords, qui ne regrettent rien après plus d'1 million de vies humaines que le Rwanda a perdu pendant le génocide. Des gens qui sont là et qui se sentent à l'aise, qui n'éprouvent rien, aucun remords, aucun regret. Et ça, c'est vraiment regrettable. C'est ce que dit Afroza Gauthier et c'est ce qu'on peut déplorer également. Alors, à mon avis, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce procès? Il y a deux choses. D'abord, une nouveauté, c'est que dans ce procès, il y a ce que la Cour a retenu contre Eugène Rwamucyo, une entente en vue de commettre le génocide. Donc là, c'est un élément très important parce que il y a des théories négationnistes comme quoi le génocide n'a pas été préparé, le tribunal d'Arusha n'a pas pu le prouver, mais la Cour d'assises de Paris, avec ce procès Rwamucyo, vient de montrer que il y a eu une entente en vue de commettre le génocide. Donc le génocide n'est pas un fait du hasard, il a été préparé et c'est un élément très important et qui servira également dans d'autres procès, j'espère, dans l'avenir. Alors, un autre élément qu'on peut retenir dans ce procès Rwamucyo, c'est que l'ensevelissement, bien l'enfouissement en masse des corps a été retenu comme crime de génocide. Là aussi, c'est un élément très important parce que parmi les faits qui sont reprochés à Rwamucyo, il y a ce fait qu'il a supervisé, un fait qu'il n'a pas renié, qu'il n'a pas nié, qu'il n'a pas réfuté. Il a supervisé l'ensevelissement en masse des victimes et l'accusation montrait que dans ces corps, il y avait même quelques-uns qui étaient encore en vie et qui ont été enfouis, jetés dans les fosses, quoi. Et ça, c'est un crime de génocide aussi. Ça, c'est un élément nouveau qui apparaît avec ce procès Rwamucyo. Et c'est un élément très important. S'il n'y a aucune autre chose de particulier que vous avez constaté donc, dans ce procès, je vais vous poser donc la question de savoir, c'est pas le premier Rwandais jugé en France pour génocide. Peut-on dire que c'est un pas important dans que fait la justice française? Peut-être avant de répondre à cette question, une particularité, je dirais plutôt qu'il y a une continuité dans ces procès. Il y a des théories qui reviennent chaque fois, surtout quand on voit des témoins de la défense qui
qui font les dépositions devant la Cour. Il y a surtout cette tentative de chercher à apporter une vérité alternative. Vous savez qu'aujourd'hui, toute personne normale qui est bien censée ne peut pas nier l'existence du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda. Là, c'est un fait indéniable qui a été prouvé et de notoriété publique. Donc, c'est vraiment indéniable. Ouais. Alors, comme il est impossible de nier ce qui a été déjà approuvé par le tribunal des Nations Unies, les gens essaient de chercher une vérité alternative, de montrer que le génocide, oui, il y a eu des massacres, mais ce n'est pas un génocide, il y a... c'est juste des tueries. Il n'a pas été des tueries ordinaires, il y a eu une guerre civile, donc une vérité alternative. Oui. Et donc ça, ce sont des théories qui reviennent chaque fois quand vous assistez à ces procès. Et c'est ce qu'on a constaté également dans cette affaire Rwamucyo. Donc rien de particulier, c'est plutôt une continuité. Alors, la question que tu m'as posée, c'est pas le premier Rwandais, c'est le 8e. Et sa condamnation intervient après Pascal Simbikangwa et Octavien Genzi et Tito Barahira. Il y a Sostene Munyemana, et Claude Muhaimana, Laurent Bukibaruta et Philippe Atéikimana Manier. Il est le 8e. Et peut-être on peut se réjouir que chaque fois à la cour d'assises, le procès se termine par une condamnation. Peu importe la peine, mais c'est toujours une condamnation. Et ça, c'est quand même un peu satisfaisant, mais quand même, on peut déplorer qu'il y a plus d'une trentaine de dossiers qui sont encore devant la justice française, qui n'ont pas encore été traités. Et on peut se poser la question de savoir si réellement tous ces gens pourront faire face à la justice. Ce sont des personnes qui sont âgées, ils n'ont pas un âge jeune, ils sont âgés, certains sont même malades. Et là, on peut craindre que certains puissent partir sans avoir fait face à la justice. On souhaiterait que ça puisse s'accélérer, mais aujourd'hui, on voit qu'il y a, au rythme actuel, il y a un procès pour une année, ou bien 2 procès. Je ne vois pas si vraiment tous ces dossiers pourront être traités à temps. Ouais. Avant de te poser la dernière question, je vais proposer une autre réaction dans le même angle, s'ils sont prêts à la cabine technique. L'organisation Ibuka et la communauté des survivants du génocide en général, et nous avons bien accueilli la décision prise par la Cour d'assises de Paris dans le jugement du docteur Eugène Rwamucyo. Eugène Rwamucyo est celui qui a joué un grand rôle pendant le génocide perpétré contre les Tutsis dans l'ancienne préfecture de Butare. C'est quelqu'un qui vient de passer ses 30 ans, donc sans être jugé. C'est quelque chose qui nous a intéressé les rescapés du génocide. Nous apprécions les efforts fournis par le gouvernement français dans ces dernières années. Et donc, nous sommes très contents de la décision prise de condamner Eugène Rwamucyo à 30 ans de prison. Donc, à 27 ans de prison. Donc, c'est quelque chose c'est une décision qui donne des raisons, surtout aux autres génocidaires qui sont ici et là, dans les pays d'Europe, aux États-Unis, ici en Afrique. Et donc, une raison qui est là et que même si ils sont en train d'échapper à la justice, mais demain ou après-demain, ils seront arrêtés et jugés. Et une autre leçon, c'est quelque chose qui encourage les rescapés du génocide et qui a la soif de la justice. Et dans ces 30 ans, donc, voir Rwamucyo qui vient d'être jugé
Et c'est une motivation, c'est l'encouragement que même d'autres qui se cachent ici et là seront arrêtés et jugés bientôt. Alors Jean Damascène, vous nous avez régulièrement mis à jour concernant le procès Roi Mucho. Et aujourd'hui, nous sommes à la fin. Quel message pourriez-vous donner aux rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994, particulièrement ceux de Butare? Ah oui, mais je ne sais pas si je suis en mesure de donner un message, mais seulement je dirais que ce procès donnait message. Ce procès donnait message 30 ans après les faits, après le génocide. Et le génocide est un fait imprescriptible, un crime des crimes, comme on dit. Et même si il y a 30 ans, on peut quand même se sentir un peu soulagé, comme quoi il y a une lutte contre la culture de l'impunité, même en dehors du Rwanda. Et là, c'est un élément important parce que nous parlons de Roi Mucho pour des crimes qui ont été commis à Butare, au sud du pays. Et le sud du pays, c'est une région qui a été marquée pendant longtemps par des massacres des Tutsis. Déjà depuis les années 1963, il y avait des massacres du côté de Gikongoro, c'est pas loin de Butare, et des massacres qui ont été qualifiés même de génocide à l'époque. Et ce sont malheureusement des massacres qui ont été suivis par une impunité totale. Personne n'a été puni, personne ne s'inquiétait de ces massacres qui ont eu lieu en 1963 dans cette région. Et si aujourd'hui les crimes peuvent être punis, peu importe la peine, c'est quand même satisfaisant. On ne peut pas trouver une peine qui soit comparable, qui soit équivalente à la vie de plus d'un million de vies humaines. C'est impossible. Mais quand même, on peut lutter contre l'impunité. Si les massacres qui ont eu lieu dans le passé n'ont pas été punis, mais si aujourd'hui, quelqu'un qui fouille même le Rwanda et à plus de 8000 km des lieux des faits, s'il peut être poursuivi et être condamné, c'est quand même satisfaisant. Je pense que c'est le principal message que doit laisser ce procès Roi Mucho. Merci beaucoup Jean Damascène. Merci Amandine. On revient tout à l'heure avec l'actualité internationale. Voilà, c'est par ici que prend fin l'édition d'aujourd'hui. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. C'était avec Amandine Dikumasabo et à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien.